Alors, les sectes, le salut ou le terrorisme? Les sectes ont de nombreux visages. Il y en a qui disparaissent complètement dans le paysage et d'autres qui sont vraiment extrémistes. Par exemple, la secte Aum, la secte japonaise qui a provoqué cet attentat dans le métro de Tokyo en 1995 et qui a fait la une de l'actualité. Mais au Japon, il y a d'autres sectes beaucoup plus importantes que la secte Aum. Il y en a une, par exemple, qui est beaucoup plus riche, qui a beaucoup plus d'adhérents, c'est la secte Soka Gakkai. Dans le film que vous allez voir maintenant, nous vous présentons cette secte et son chef, Daisaku Ikeda. En cette année de commémoration de la victoire des Alliés sur le Japon et des terribles atrocités qu'elle a révélées, l'actualité nous rappelle une fois de plus que nous sommes ici dans un pays d'étranges contradictions. Des temples coquets et un calme pastoral, le mysticisme et le pacifisme coexistent avec de soudaines flambées de violence extrême. Lorsque du gaz toxique fut lâché dans le métro de Tokyo, les soupçons se portèrent sur un culte religieux qui prétend plonger ses racines dans le bouddhisme. C'est dans les contreforts du mont sacré Fuji que la secte Aum Shinrikyo, accusée de l'attentat au gaz, formait ses adeptes. C'est dans l'enseignement bouddhique et le livre de la Révélation, grossièrement perverti et altéré, qu'il trouvait la justification du meurtre en masse. Telle est l'accusation à laquelle devra répondre le chef charismatique de la secte Aum, Shoko Asahara, lors de son prochain passage en jugement. L'affaire Aum soulève de nombreuses questions qui se sont déjà posées en rapport avec d'autres sectes partout dans le monde. Mais elle en pose aussi qui sont spécifiques au Japon. Avant tout, cette affaire met en cause le rôle, le statut et l'influence des nombreux autres groupes religieux. Croyez-le ou non, il y a actuellement au Japon quelques 231 000 organisations religieuses officiellement reconnues. La plupart sont très petites, mais quelques-unes sont grandes et puissantes. La plus importante de toutes et de loin, avec 10 millions d'adeptes, est Soka Gakkai. Soka Gakkai est beaucoup plus qu'une organisation religieuse. C'est un vaste mouvement social et politique, hautement discipliné et, selon certains, dangereux. Le chef de Soka Gakkai depuis 1960 est Daisaku Ikeda. Pour ses supporters, Ikeda est le grand leader culturel et spirituel. D'autres voient en lui un tyran assoiffé de pouvoir. Je suis un homme ordinaire. Les médias, la BBC c'est différent, me jugent comme un dictateur ou un charismatique. C'est terriblement embarrassant pour moi. Les hommes ordinaires, si sérieux soient-ils, ne passent pas comme M. Ikeda leur temps en compagnie de l'élite internationale, dont des personnalités de la stature de Mme Thatcher. Il aime se faire photographier aux côtés d'altesses royales, de premiers ministres et de présidents. Quand le président Mandela s'est rendu au Japon en visite officielle, sa seule audience privée a été pour M. Ikeda. Pourquoi un homme qui n'a jamais exercé de fonctions officielles se trouve-t-il en si bonne compagnie? Il a certes accès à une grande richesse, mais est-ce suffisant? Le fait que les puissants recherchent la compagnie d'autres puissants nous en dit long sur M. Ikeda. En fait, dans le Japon actuel, la seule et unique personne influente, c'est Daisaku Ikeda.
Voici le fondement du pouvoir de M. Ikeda. Soka Gakkai est l'organisation profane qui finance et soutient le bouddhisme social. Une secte vieille de 700 ans. Ses disciples, des moines japonais du XIIIe siècle, sont considérés comme des hérétiques par les bouddhistes orthodoxes. Au centre de leur croyance est le pouvoir de la psalmodie. La conviction que la récitation incantatoire des mots Namyo Rengekyo permet d'obtenir à peu près n'importe quoi. Soka Gakkai a repris ses croyances anciennes et simples et les a commercialisées avec un succès étonnant. Cela peut sembler spirituel, mais Soka Gakkai ne se préoccupe que de choses pratiques, ce qui comprend la richesse personnelle et le pouvoir politique. C'est dans les grandes villes du Japon que Soka Gakkai a attiré le plus grand nombre d'adeptes. Dans les années d'après-guerre, la secte a connu une croissance rapide, exerçant un attrait particulier sur une génération défaite et désenchantée. Les fidèles sont censés réciter quotidiennement, faire des dons généreux à Soka Gakkai et recruter de nouveaux membres. Dans la ville de Kawasaki, au sud de Tokyo, Soka bénéficie du soutien dévoué de la famille Umizawa, qui possède une petite chaîne d'instituts de beauté. Excepté le père de famille, tous les autres, fils, filles et belles familles, travaillent dans l'affaire. La première à rejoindre Soka Gakkai fut Madame Umizawa. Non seulement elle a converti le reste de la famille, mais dans l'intervalle, ils ont initié 112 autres familles à la pratique de la récitation quotidienne. Aujourd'hui retraité, M. Umizawa récite parfois 5 heures par jour. Lui et sa famille n'ont aucun doute que la croissance de leur commerce et leur bonne fortune sont entièrement dues à la pratique régulière de ce rituel. Ils payent fidèlement leur contribution à Soka Gakkai. Et à en croire Madame Umizawa, leur loyauté et leurs incantations sont récompensées. Je n'avais pas un sou. Je travaillais. Je ne profitais pas de ma jeunesse. Mais après, l'Église m'a permis en un an d'accumuler 500 000 yens. C'est écrit là. Et de voyager de par le monde pendant 3 ans. Ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent que les Umizawa pratiquent leur récitation quotidienne. Quand le troisième enfant est arrivé, c'était encore une fille. On n'avait que des filles. Alors je suis entré à la Soka Gakkai et j'ai récité des sutras pour avoir un fils. Je suis rentré à la Soka Gakkai pour essayer, mais quand maman a été enceinte, c'était de lui, notre fils. Soka Gakkai compte sans doute de nombreux membres satisfaits. Mais certains se sentent trahis, devinant que leur loyauté, leur argent et leur vote ont été exploités pour servir les ambitions politiques de M. Ikeda. Il a fondé son propre parti politique en 1964, et bien que celui-ci ait été partiellement dissous, des soupçons subsistent. Certains d'entre eux se sont exprimés lors de cette réunion de protestation d'anciens membres de Soka Gakkai. Malgré le fait que Soka Gakkai ait pris des mesures pour couper les liens avec son parti politique, la secte dispose toujours d'un vote groupé qu'elle utilise à son gré.
Dans des élections, il peut faire 6 millions de voix. Cela représente environ 10% pour un scrutin qui aurait lieu ces jours-ci. Par conséquent, Ikeda, en tant que leader de la Soka Gakkai, peut avec elle exercer une influence mutuelle. Parmi les 700 membres déçus réunis ici, beaucoup se plaignent de la manière dont Soka Gakkai leur a extorqué de l'argent. 昭和57年、本家である祖父が亡くなり、相続が始まると、学会員たちがいろいろ言ってきて、ついに交付基金に1000万円ぐらい出しなさいと言って訪問してくるようになったのです。支部や本部幹部がやってきて、必要に相続で遺産が入ったのは分かってるんだから、1000万ぐらい出せるでしょうと追い詰めるため、親はついに500万円を創価学会に納めました。Naturellement, Soka Gakkai peut justifier toutes ses activités de collecte de fonds. Faisons mondialement de la publicité du bon esprit sur de nombreux marchés. Je veux vendre, c'est naturel. Cela pose des problèmes pénaux, mais je veux faire connaître la spiritualité aux gens du monde entier. Soka Gakkai a embarqué avec éclat pour son voyage vers le 30e anniversaire de sa fondation. Ainsi, partout dans le monde, la famille Soka continuera à progresser sur sa route dans la joie et l'harmonie. Active jour et nuit, élargissant le courant du bouddhisme parmi le peuple dans tout l'univers et annonciatrice d'une ère de paix et de liberté. Oui, Soka Gakkai est maintenant international. Voici son luxueux quartier général en Grande-Bretagne, utilisé par quelques 8000 membres. Mais aux États-Unis, et notamment en Californie, Soka Gakkai rencontre un succès encore plus important et revendique 15 000 adhérents. Mais elle a également été très critiquée et même classée comme secte dangereuse. Si on définit une secte par le fait que la vie d'une personne est complètement contrôlée par un individu ou une organisation, alors elle entre certainement dans la catégorie des sectes. Lorsque j'appartenais à Soka Gakkai, je me serais fait tuer pour Ikeda. Et je connais des centaines de gens qui auraient fait de même. Je rejette catégoriquement l'idée que nous sommes une secte dangereuse, parce que cela impliquerait une pseudo-religion qui n'existerait que pour exploiter les gens, que ce soit financièrement ou psychologiquement. Et je sais que nous n'avons jamais fait ça au cours de mes 22 années dans cette organisation. En Amérique aussi, il y a certainement des clients satisfaits. Chez les nantis qui ont des villas en bord de mer à Malibu, ou ceux qui croient que la récitation leur a apporté santé, richesse et bonheur, et qui propagent la bonne parole parmi leurs amis et voisins. Neil Stevens est conseiller en placement. Lui et sa femme Lynn animent des réunions hebdomadaires où ils initient les nouvelles recrues à la pratique du chant scandé. Pour certains néophytes, réciter dans une langue étrangère paraît bizarre. Mais les croyants mettent une grande ferveur à exalter les gratifications et l'illumination que cela apporte. Je remercie chaque jour celle qui m'a fait connaître cette pratique, parce que ça a changé ma vie. J'ai un si merveilleux mari et une si merveilleuse fille. J'avais perdu 3 bébés. J'avais de la fortune, mais ça ne garantit pas le bonheur. Et puis j'ai appris à profiter des joies de la vie et à changer ce qui m'empoisonnait en remède. Et j'ai pu réaliser tous mes rêves. Alors Cathy m'a emmené faire ce truc de Nammyo Renge Kyo.
Ça m'a vraiment permis de réaliser mes rêves professionnels, ou du moins de démarrer. Et ça nous a aidés à surmonter d'énormes obstacles. La pratique de ce bouddhisme est accessible à tous parce qu'il s'agit d'une formule et d'un rituel journalier très simple, avec en plus l'idée que vous puisez directement dans votre nature bouddhique et que vous pouvez en voir les résultats concrets dans votre vie quotidienne. Ça a transformé ma vie en un véritable enfer. J'étais très mal. Comment ça? Surtout à cause de mon mari. Ils ont manipulé mon mari et en ont fait une personne totalement différente. Ce n'était plus l'homme que j'avais aimé et épousé et avec lequel je voulais passer le reste de ma vie. Il était devenu complètement obsédé, n'était jamais à la maison. Il l'accaparait 24 heures sur 24. C'était un enfer. Si nous faisions pression les uns sur les autres, c'était uniquement pour nous permettre de progresser en tant qu'organisation religieuse dans ce pays. L'idée première n'a jamais été de dépouiller les gens de leur argent. Comme je sortais de l'immeuble, une des responsables de la division féminine m'a dit « Tu as fait un don aujourd'hui ?» Et j'ai répondu « Non, je n'ai pas d'argent pour faire un don, je n'ai que 5 $ dans mon porte-monnaie. Tu dois donner ces 5 $. Je ne peux pas donner cet argent, c'est mardi et je ne serai pas payée avant vendredi, il faut que j'achète du lait. » Elle me répond « Si tu donnes ces 5 $ aujourd'hui, ils te reviendront au centuple. » Alors j'ai dit « Tu es en train de me dire que je ne dois pas acheter du lait pour ma petite fille de 18 mois et te donner ces 5 $ à toi ?» Elle a dit oui. Et j'ai dit non. Certains de nos membres, bien que sincères, ont fait de l'excès de zèle. Il y a environ 5 ans, nous avons mis un terme aux objectifs précis et décidé que le meilleur moyen était simplement d'aider les gens à pratiquer le bouddhisme et qu'ils donneraient à mesure que leur situation personnelle s'améliorerait, pour témoigner leur reconnaissance à ce bouddhisme. Nous sommes comme des abeilles ouvrières, nous collectons tout cet argent, tout ce miel pour eux et leur donnons avec le sourire. J'avais l'impression qu'ils nous prenaient pour des imbéciles. Si on promet à un Américain qu'il pourra avoir tout ce qu'il veut, qu'il aura une gratification instantanée, alors il marche. C'est donc ce qu'il faisait. Tu veux une voiture? Récite. Tu veux un meilleur boulot? Récite. Tu veux plus d'argent? Récite. Il me semble que l'un des attraits de votre type particulier de bouddhisme est qu'il promet des bénéfices pratiques. C'est exact. Je crois que c'est très séduisant pour beaucoup de gens. Il semble que la plupart des Américains aient une culture du genre fast-food. Et je sais que ça attire beaucoup de gens. N'y a-t-il pas un risque que les gens qui attendent des miracles, qui espèrent la Porsche pour demain, soient déçus et pensent que la religion les a trahis? Oui, c'est vrai. C'est un problème si nous ne prenons pas le temps d'aider les gens à étudier la profondeur du bouddhisme et à comprendre qu'il ne s'agit pas de voitures ou d'autre chose de ce genre. Bien sûr, ce sont des à-côtés agréables qui peuvent résulter d'une meilleure situation sociale et d'une capacité accrue de travail et de conduite de sa vie quotidienne. Mais nous devons enseigner qu'il s'agit avant tout de devenir un être humain éclairé, avec ou sans voiture. Les gens sont appâtés par la perspective de faire quelque chose pour leur vie personnelle. Et petit à petit, on les persuade que la seule façon de faire progresser leur vie, c'est de faire progresser l'organisation. Une fois que cette relation est établie, progrès de l'organisation égale progrès de votre vie personnelle, ils ont un contrôle total sur vous. Quand on voit tous ces gens qui ont été trompés et littéralement plumés, laissés sans un sou, c'est certainement une horrible forme d'escroquerie. Vous avez été un de ces escrocs? Oui, je l'ai été. À l'époque, je ne réalisais pas que c'était de l'escroquerie. J'ai participé à cette opération. Nous pensions que tout ce que les gens pouvaient faire pour l'organisation était bon pour eux.
Si les choses se passent ainsi aux États-Unis, d'autant plus importante est la machine à sous au Japon. Soka Gakkai signifie société créatrice de valeur et colporte essentiellement une autre de ces recettes éculées d'amélioration personnelle. Tandis que d'autres philosophies suggèrent que les valeurs suprêmes sont la vérité et la bonté, Soka Gakkai soutient que le bonheur réside aussi dans le profit. Et c'est une chose que l'organisation sait très bien faire. Je ne connais pas les chiffres précisément, mais les spécialistes de la question disent que Soka Gakkai possède sur le sol japonais plus de 1000 terrains, immeubles ou établissements, pour un montant dépassant au minimum 10 000 milliards de yens. Tel est le résultat de leurs observations. Après le tremblement de terre de Kobe, Soka Gakkai a usé avec beaucoup d'efficacité de ses talents de collecteur de fonds et lancé des appels auxquels ses membres ont répondu par des dons spéciaux, en plus de ceux qu'ils font de façon ordinaire. Plus d'une douzaine de campagnes de collecte de fonds ont soutenu les activités de secours aux réfugiés des Nations Unies. Et de nombreuses manifestations ont été organisées pour promouvoir les bonnes œuvres de M. Ikeda. La religion est une grande terre que l'on cultive et où poussent de belles fleurs. Autrement dit, c'est le rôle fondamental de la religion de développer la culture, l'éducation et la paix. Nous sommes à l'école élémentaire Soka de Tokyo, qui fait partie d'un système intégré d'écoles privées allant du jardin d'enfants à l'université fondée par Daisaku Ikeda. Aujourd'hui, les enfants célèbrent le festival Tanabarta. Voici les arbres à souhaits recouverts de serpentins votifs. Chacun d'eux porte les souhaits et les rêves d'un enfant. Presque tous les enfants viennent de familles membres de Soka Gakkai. Comme l'école élémentaire, l'université Soka reçoit 4 fois plus de demandes d'inscription qu'elle n'a de place à offrir. On n'y enseigne pas la religion, mais les enfants sont certainement bien au fait des réalisations et de l'importance du fondateur de leur école, M. Ikeda. Il a une philosophie basée sur l'humanisme pour l'éducation. C'est aussi un poète. Un poète? Il est comme... J'ai beaucoup d'affection pour lui. J'ai l'impression qu'il est mon père. Par rapport aux autres écoles, je trouve mes amis beaucoup plus brillants. Plus brillant, vraiment. Oui, ils savent pourquoi ils étudient. Ils ont des rêves. La plus grande et la plus puissante machine à faire rêver de M. Ikeda est une autre de ses créations. Seikyo Shinbun, le journal de Soka Gakkai, fait partie d'un vaste empire éditorial et tire quotidiennement à 5,5 millions d'exemplaires. Sa lecture est pratiquement obligatoire pour les membres de Soka, car il contient une chronique régulière du leader et fait à sa façon la promotion du mouvement pour la paix et la culture. Le journal est une affaire extrêmement rentable. Il rapporte plus de 450 millions de francs par an. Il a sa propre vision du monde et n'hésite pas à retoucher le tableau pour coller à la version Soka de la réalité. Du berceau au tombeau, Soka Gakkai prend soin de ses membres. Dans ce pays aux nombreuses religions, c'est toujours aux bouddhistes japonais qu'est revenu le soin de s'occuper de l'au-delà. Cela pour le plus grand intérêt financier de Soka Gakkai,
En association avec la banque Mitsubishi, une chaîne nationale de cimetières a été créée. Complet, avec musique d'ambiance et des milliers de parcelles, toutes vendues. Au Japon, on croit que les esprits des ancêtres veillent sur les vivants. Ainsi, de forts liens émotionnels s'expriment dans la manière dont les vivants honorent la mémoire des morts. Cela signifie qu'il existe une forte pression pour acheter un monument funéraire convenable et cher et pour le fréquenter assidûment. Ce profond sens du devoir envers les ancêtres se révèle très utile à Soka Gakkai dans ses relations avec ses membres et employés. On m'a fait acheter au cimetière d'Azuta, à Hokkaido. J'habite la ville de Omiya, dans le département de Saitama, département proche de Tokyo, donc assez éloigné de Hokkaido. Et à Azuta, il ne m'était nullement nécessaire de posséder une parcelle de cimetière. Toujours est-il que je n'ai pas payé le montant de la parcelle en liquide. J'ai puisé dans un prêt à la banque Mitsubishi. C'était un prêt presque forcé. Chaque mois, les intérêts couraient et je l'ai payé en versant une somme retirée de mon salaire. En définitive, j'ai payé près du double de la somme requise. Mitsubishi est à la tête d'affaires très importantes. Avant la guerre, le Trust Mitsubishi était une énorme entreprise. Mitsubishi gère aussi la banque Mitsubishi. La banque principale de la Soka Gakkai est la banque Mitsubishi depuis toujours. La Soka Gakkai a des relations avec la banque Mitsubishi. Une enquête sur le commerce funéraire de Soka Gakkai a été ouverte suite à la découverte de l'équivalent en yens de 1,2 million de dollars dans une mallette jetée dans une décharge. Si on vérifiait, on constaterait que les propriétaires des coffres sont les cadres de la Soka Gakkai. À cela, on répond que ce sont les individus qui ont leur propre coffre et que cela n'a rien à voir avec une personne morale et la Soka Gakkai. Mais pour les autorités fiscales, c'est faux. Au Japon, il n'est pas du tout obligatoire de procéder à une inspection du fisc pour certains dons perçus par les énormes sociétés religieuses. Les sociétés religieuses peuvent accumuler et utiliser tout à fait librement ces fonds. Dans l'ombre du mont Fuji, la preuve spectaculaire de la manière dont Soka Gakkai dépense une partie de ses immenses richesses. La secte a construit ici un vaste complexe de salles de réunion, de résidences et de sanctuaires, comprenant une structure qui constitue le plus grand temple d'Asie et peut-être du monde. C'est ici que les prêtres de Nichiren Shoshu s'occupaient des besoins spirituels des fidèles de Soka Gakkai. Mais plus maintenant. Au terme d'une longue querelle pour le pouvoir entre Ikeda et le clergé, lui et tous les membres de Soka Gakkai ont été excommuniés. Depuis 1992, le temple leur est interdit et la guerre des mots continue. Je voulais d'abord dire que ceux qui ne suivent pas l'enseignement, car de nombreux enseignements sont dispensés, sont excommuniés. Le marché bouddhique, il n'y a pas de raison d'excommunier avec cruauté.
par pure cruauté, des personnes d'un groupe auquel ils ont contribué. On dit que j'entasse l'argent, c'est désagréable, scandaleux. Il n'y a pas de marché du bouddhisme. C'est utiliser les fidèles comme des esclaves. C'est comme à l'époque obscure du Moyen-Âge. Vous vous voyez comme Luther, en réformateur de l'Église et dénonciateur de la corruption de Rome? Oui, c'est la même chose. Bien sûr, l'histoire recommence. C'est comme à cette époque. Je suis Luther. J'en suis fier. Le rôle de penseur de M. Ikeda, nouveau Martin Luther, est monté en épingle par l'université Soka qu'il a fondée en 1971 et qui est aujourd'hui l'un des plus hauts lieux du savoir au Japon et l'un de ceux à l'expansion la plus rapide. Elle est déjà jumelée à une université californienne et sera bientôt rejointe par une seconde. Grâce à une dotation généreuse, les douleurs de la récession n'ont pratiquement pas été ressenties ici. Un département de bio-ingénierie a ouvert récemment et un nouveau programme de construction va permettre de créer encore plus de facultés et de départements qui ont leur place dans la vision de l'avenir du fondateur. Le prospectus de l'université fait un récit dithyrambique de la vie et de l'œuvre du fondateur, soulignant son dévouement inlassable à la promotion de la paix, de la culture et de l'éducation par la création de nombreuses institutions scolaires et culturelles. Il énumère également ses titres honorifiques et les chaires dont il est titulaire à travers le monde, plus de 40 au total, ainsi que ses décorations nationales, ses autres distinctions majeures et ses principales publications en langue anglaise. On y trouve aussi des traductions de l'esprit fondateur de l'université, de la main bien sûr de M. Ikeda. Être le plus haut lieu d'enseignement humaniste, être le berceau d'une nouvelle culture, être la forteresse pour la paix de l'humanité. L'une des principales publications en anglais de M. Ikeda est intitulée « Choisir la vie ». Il s'agit d'un dialogue avec le défunt Arnold Toynbee, éminent historien britannique et grand-père de Polly Toynbee. Il est difficile d'imaginer l'influence que le nom de Toynbee exerce aujourd'hui encore au Japon. Pas seulement dans le monde enseignant et politique, mais les étudiants lisent encore ses livres parce qu'il a été le prophète de la montée en puissance de la zone Pacifique. Ikeda est venu à Londres pour une série de dialogues avec le célèbre historien anglais Arnold Toynbee. Nous avons fait partie de son entourage en qualité d'agent de liaison, mais aussi de garde du corps. Notre job, c'était de sauter sur une bombe ou en face d'une balle ou d'un couteau, au cas où cet homme serait attaqué par un fanatique. Le docteur m'a vraiment dorloté comme un enfant. D'abord, il m'a dit « parlons, discutons ». Et nous avons discuté. On a eu des discussions d'un niveau très élevé. Il nous a fallu changer 3 fois d'interprète. Pour les fidèles de Soka, le livre est presque un écrit saint. Plusieurs années après le décès du professeur Toynbee, et à leur grande surprise, Polly Toynbee et son mari furent invités à visiter M. Ikeda au Japon. Tout ce que nous avons fait était très formaliste. D'immenses réunions officielles, des rencontres avec différentes personnes, avec des femmes de Soka Gakkai, avec différents groupes, des gens proches selon eux de mon grand-père. Et nous avons trouvé cela très oppressant, très inquiétant. Avant même d'avoir pu le rencontrer, nous avions pu nous faire une idée très claire de cette organisation de type militaire. Le pouvoir personnel, la richesse et un sinistre niveau de soumission. Quelle impression vous a fait Ikeda, le grand chef spirituel? Il est difficile d'imaginer un homme moins spirituel. Il était à tout point de vue terre à terre. Une mégalomanie galopante. On pouvait sentir cette aura de pouvoir qui émanait de lui. C'était très inquiétant.
Un autre jour, nous sommes allés le voir à une grande manifestation de style Nuremberg, dans un stade où tout était dédié à sa gloire. Encore une fois, ce qu'il aimait, c'était ce sentiment de pouvoir. Le pouvoir et les fastes du pouvoir. Ce palais est la résidence officielle des hôtes de marque du gouvernement japonais. Dernièrement, la presse a été convoquée ici pour une séance de photos, pour assister à la remise au président Nelson Mandela d'un titre honorifique par Daisaku Ikeda. Pendant la cérémonie, M. Ikeda a semblé être en termes très intimes avec l'illustre visiteur. C'était il y a 5 ans. Il venait de sortir d'Afrique du Sud et j'ai appris qu'il avait lu mon livre en prison. On s'est rencontrés ici. Ce fut une rencontre très amicale. C'est une amitié que l'on veut poursuivre et faire durer toute la vie. Ce qu'il a fait avec mon grand-père, il l'a fait avec beaucoup d'autres personnalités du monde entier, qui n'ont aucune idée de qui il est, et qui s'imaginent que c'est juste un leader japonais important et sérieux. Elles acceptent donc de le rencontrer et l'opinion en retire l'impression qu'ils ont des relations très étroites et que cette personne a apporté son soutien à Ikeda et à son mouvement. En tant que fondateur de l'université Soka, M. Ikeda a pu conférer les distinctions honorifiques à de nombreux visiteurs éminents du Japon. La remise du titre à M. Gorbatchev fut une nouvelle superbe occasion de photographie avec au centre Ikeda, l'ami des puissants et le protecteur des arts. Parmi les projets les plus grandioses d'Ikeda dans sa croisade culturelle, figure la fondation de 2 grands musées d'art. Celui-ci héberge 5000 œuvres d'art comprenant des tableaux d'un grand nombre des plus grands maîtres européens, de toutes les principales périodes et écoles jusqu'à l'époque actuelle. Bien qu'on y trouve de très belles œuvres, les experts considèrent cette collection comme un fourre-tout, ce qui s'explique en partie par la manière dont elle a été constituée. Lorsque M. Ikeda faisait son marché dans les galeries d'art européennes, il ne perdait pas de temps à réfléchir ou à prendre un autre avis. La vitesse avec laquelle Ikeda traversait les galeries était impressionnante. Il passait 4 à 6 minutes dans chaque galerie. Il montrait du doigt et quelqu'un notait le nom des œuvres et leur prix. Quelques heures plus tard, l'un de ses secrétaires revenait avec une serviette pleine d'argent. Si le propriétaire était disposé à discuter le prix pour 3 ou 6 pièces de sa galerie, il recevait l'argent comptant. C'était stupéfiant de voir à quelle vitesse un seul homme peut dépenser autant d'argent. Des questions très sérieuses se posent au sujet des sommes d'argent versées pour certaines œuvres et sur la destination de cet argent. Ici, à l'hôtel impérial de Tokyo, se seraient tenues en 1989 des négociations pour l'achat de 2 tableaux impressionnistes français qui figurent maintenant dans la collection de Soka Gakkai. L'administration fiscale commença à avoir des soupçons lorsque Soka Gakkai et Mitsubishi prétendirent toutes deux avoir acheté les mêmes tableaux le même jour, mais pour des prix différents. Les enquêteurs du fisc n'ont pu retrouver aucune trace des 2 Français qui auraient vendu les 2 Renoirs à Mitsubishi. Il semble bien s'agir d'une double vente des tableaux dans laquelle 11 millions de dollars ont disparu dans la nature. La presse japonaise laisse entendre que l'argent a probablement fini dans la caisse noire d'un parti politique. Et que Soka Gakkai s'intéresse plus au trafic d'influence politique qu'à l'impressionnisme français. Cela n'a rien à voir. J'ai acheté un Renoir au musée. On peut dire n'importe quoi, c'est mon problème. C'est terrible. Je suis dans une situation malheureuse. Personne n'a vraiment servi de bouc émissaire, bien que les autorités aient fait des descentes dans les locaux de marchands d'art pour tenter de découvrir qui avait vendu les tableaux et à qui. Mais malgré les documents confisqués, malgré le fait que Mitsubishi ait été condamné pour négociation d'objets d'art sans autorisation, et malgré des mois d'investigation par des services officiels et la presse, rien n'a été résolu.
Les autorités japonaises ont à un certain moment renoncé aux poursuites. C'est évident. Je pense que les autorités concernées ont laissé à la Soka Gakkai une grande influence politique en renonçant à arrêter ces flux financiers. Je ne suis pas allé en prison. Je ne tue personne au sarin, rien en particulier. C'est une époque libre, une époque de liberté d'action et d'expression. On peut tout dire facilement. La société devient trop sentimentale ou pleine de préjugés. Je suis inquiet pour l'avenir de la démocratie et des répercussions sur les problèmes humains. Pour s'assurer que ses membres ne soient pas corrompus par des médias hostiles, Soka Gakkai possède son propre réseau de communication pour propager la bonne parole dans un millier de salles de réunion et de centres culturels, ce qui peut s'avérer très utile en période électorale. L'an dernier, le Komei, parti de Soka Gakkai, a été partiellement réorganisé pour former un nouveau parti, le Shinchito. Les dernières élections pour la Chambre haute ont été le premier vrai test de sa force. La participation électorale a été la plus faible de l'histoire récente, ce qui avantage les partis les mieux capables de mobiliser leurs votants. Les résultats ont fait l'effet d'une onde de choc dans les milieux politiques. Le nouveau parti ayant gagné 40 sièges grâce au vote de Soka Gakkai. Ceci aura forcément de grandes conséquences pour M. Ikeda. Le Shinshinto a-t-il des chances raisonnables d'être élu et de former un gouvernement? Il est facile de répondre à votre question, mais se positionner est extrêmement difficile. Si je dis qu'il va gagner, cela va démobiliser tout le monde. Si je dis qu'il va perdre, cela va décourager. Ainsi, je réponds peut-être, peut-être pas. C'est cruel. En fait, nous avons pris conscience que derrière la société religieuse qu'est la Soka Gakkai se cache le groupe politique Ikeda. En détenant la Soka Gakkai, Ikeda va vers la domination effective de la politique japonaise et des organismes gouvernementaux. Si l'on conclut de tous ces faits que Soka Gakkai n'est pas tout à fait la grande force pour la paix, l'harmonie et le bonheur de l'humanité qu'elle prétend être, quelle importance cela peut-il avoir, excepté pour quelques individus meurtris et amers? Mais l'affaire de la secte Aum Shinrikyo nous enseigne que cela a une importance et révèle une dangereuse faiblesse dans la constitution japonaise qui rend pratiquement impossible toute action contre les organisations religieuses. La constitution imposée au Japon par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale garantit la non-ingérence de l'État dans les affaires des groupes religieux et cette disposition protège leur statut d'exonération fiscale. Tant que la loi ne sera pas changée, ils continueront à user ou à abuser de leur grande richesse à leur guise. Un amendement de la législation sur les sociétés religieuses permettrait de vérifier l'usage secret de fonds qui, dans le cas Aum Shinrikyo, ont été utilisés pour développer des armes chimiques. Ces réformes attendent désormais le législateur japonais. En devenant loi, elles pourraient restreindre le pouvoir de tous les groupes religieux, Soka Gakkai compris. Dernier rebondissement de l'affaire, le ministre japonais de la Justice a annoncé sa démission à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait conclu un accord secret avec le parti d'opposition Shinchito pour entraver les efforts de son propre gouvernement en vue d'augmenter la transparence des organisations religieuses. Du fait de son soutien au Shinchito, le nom de Soka Gakkai ne manquera pas d'être éclaboussé par le scandale. L'opinion publique japonaise est bien consciente du fait que si les résultats des dernières élections se répétaient lors d'élections générales, le Shinchito pourrait prendre les rênes du gouvernement et qui détiendrait alors le véritable pouvoir.